Hello, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on se retrouve avec Guillaume et Massy pour débriefer du Grand Prix des Pays-Bas. Hello Guillaume, hello Massy, comment allez-vous? Bonjour, ben ça va très bien, hein, impatient de débriefer de ce Grand Prix des Pays-Bas. Bonjour à tous, dans le même état d'esprit, hâte d'échanger par rapport à ce Grand Prix qui a quand même eu son lot d'actions et de rebondissements. Totalement. Alors pour recontextualiser un petit peu, Guillaume et Massy sont deux membres du club que j'ai créé, l'Aérodynamic Club, et donc du coup ils ont eu la gentillesse de venir débriefer du Grand Prix avec moi. Donc ce que je vous propose, Guillaume et Massy, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est peut-être de vous présenter, donc vous dire qui vous êtes, depuis quand vous suivez la Formule 1, et si jamais vous avez un pilote ou une team que vous préférez. Ben moi c'est Guillaume, j'ai 36 ans et ben, j'ai l'impression de suivre la Formule 1 depuis toujours. Je suis passionné depuis que je suis tout petit et aussi longtemps que au bon de mes souvenirs, je me rappelle très bien, voilà les premières saisons que j'ai suivies complètes où je me rappelle très bien, c'est 1997. Puis voilà et du coup bon ben j'ai le cœur qui est rouge quoi, donc je suis un inconditionnel de Ferrari, un inconditionnel de Michael Schumacher. Et bon, et aujourd'hui, c'est toujours rouge avec Charles Leclerc, bien que voilà, j'ai quand même Mercedes qui est une écurie que j'apprécie avec Lewis Hamilton, McLaren aussi. Voilà, j'ai un petit peu de mal avec Red Bull, mais bon, voilà, il faut de tout pour faire un monde. Ah, totalement. Et toi, Massy? Moi c'est Massy, 35 ans, et je suis la Formule 1 depuis 2003, un peu plus tard que Guillaume. À l'origine, c'est surtout avec Fernando Alonso que j'ai commencé vraiment à suivre la Formule 1. J'ai eu le cœur bleu et jaune très longtemps. Et puis j'ai suivi aussi au gré de ces changements d'écurie, mais je suis quand même à la base fan de Renault et des pilotes français aussi. Beaucoup de souvenirs qui me reviennent depuis ses débuts, quand on voit qu'aujourd'hui il a 43 ans, Alonso, c'est quand même une sacrée longévité, même s'il a eu une petite parenthèse, mais voilà. Passionné depuis toujours, c'est rare que je rate un Grand Prix de Formule 1. Il faut vraiment qu'il y ait un motif très sérieux pour m'en empêcher. Ah oui, donc toi, tu as eu la chance d'être fan de Fernando et de vivre ces deux championnats du monde qu'il a remportés du coup. Tout à fait. Le plus beau pour moi, à mon sens, c'est 2006 évidemment, face à la légende Schumacher et Mhm. Ferrari. C'était quand même le premier pilote à mettre fin à sa grande domination, donc du coup entre 2000 et 2004, hein, Tout à fait. voilà. C'est beau. Alors, on va pouvoir du coup entrer dans le vif du sujet, donc ce fameux Grand Prix des Pays-Bas, alors qui est arrivé après une longue pause estivale. Alors, je sais pas vous, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé que c'était passé très vite, notamment grâce aux Jeux Olympiques qui nous ont un petit peu occupés. Alors, comment vous avez vécu cette pause estivale, vous? Moi, mal, comme à chaque fois. Étant un grand passionné de Formule 1, je le vis mal, hein. Bon, après, il faut bien, voilà, faire une pause, mais bon, malgré les Jeux Olympiques que j'ai suivis, j'ai trouvé ça long. À savoir qu'en plus, on a la même pause en termes de durée entre Singapour et le Grand Prix des États-Unis. J'ai regardé ça, enfin j'ai Ah, vu ça. Oui, Je- je- donc on je- va revivre trois J'avais, semaines sans Formule je- 1. voilà. Bon après c'est nécessaire parce qu'avec Mhm. les saisons qui se rallongent avec de plus en plus de grands prix, mais bon, c'est sûr que ouais, c'est toujours long pour moi. Et toi, Massy? Moi, les pauses estivales, ça va, je le vis plutôt bien parce que je m'occupe avec le jeu, faut que ce soit Formula One 2023 ou 2024, donc ça aide à rester un peu dans l'univers de la F1. Et puis c'est vrai qu'il y a eu les JO aussi, bon, comme j'ai travaillé aussi, donc ça m'a un peu fait passer le temps, mais c'est vrai que on voit aussi les déséquilibres du calendrier parce qu'on peut se retrouver avec des séquences 3 semaines d'affilée à avoir des grands prix. Alors c'est chouette, mais à mon sens, on a l'impression que la saison elle passe encore plus vite comme ça. Et Je te rejoins sur ça, effectivement. J'ai trouvé aussi que la saison est passée très vite. Enfin, le début de saison, en tout cas, est passé très vite. et oui, parce qu'on en est déjà à la moitié quand même, plus de la moitié. Mm. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord avec vous. Par contre, c'est vrai que il reste 10 grands prix, enfin il reste maintenant 9 grands prix, si je dis pas de bêtises, avec les Pays-Bas qui viennent passer. Et c'est vrai que quand on y pense, c'est aller à une vitesse folle, ouais, c'est vrai. Totalement. Et donc, justement, pour parler de ce Grand Prix des Pays-Bas, ma première question un petit peu sur ce week-end, quel a été votre ressenti global, votre avis général sur ce week-end de Grand Prix aux Pays-Bas? Alors, mon avis global.
Ça sera surtout au niveau c'était un week-end intéressant avec ouais, des rebondissements, mais après, mon avis global, c'est que ça confirme en fait ce qu'on voit depuis maintenant plusieurs Grands Prix où je dirais que Red Bull a un genou à terre et qu'effectivement, ben, il y a McLaren qui est en train de prendre un gap, un sérieux gap enfin, qui va de l'avant, qui en plus commence à avoir une sacrée avance. Et derrière, Mercedes et Ferrari, qui aussi à leur rythme remontent et se rapprochent de Red Bull. Donc pour moi, c'est de bon augure pour la fin de saison, quoi. Pour avoir un peu comment on pourrait dire, une bataille jusqu'au bout de Voilà, la saison pour les championnats. c'est ça, voilà. Mais ça confirme ce qu'on voit depuis quelques grands prix, quoi, que bon, McLaren est en train de passer Red Bull et en plus, ils ont l'air d'avoir fait un sacré gap là au niveau des Pays-Bas. Et on a Ferrari derrière et Mercedes qui lâchent rien et qui se rapprochent. Et Red Bull qui est toujours en difficulté pour on va dire, que ça va quoi, mais on les sent beaucoup moins à l'aise qu'en début de saison ou évidemment que l'année dernière où voilà, il n'y avait pas de partage, quoi. Complètement. Et toi, Massy, qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé que c'était assez mitigé au niveau de la course en elle-même, mais quelque part, c'est les qualifs aussi qui ont un peu décidé ça. Parce que j'ai trouvé que la séance de qualification avait été dingue pour une reprise. On a eu quand même Hamilton et Sainz qui se sont retrouvés éliminés en Q2, ce qui était quand même plutôt surprenant. C'est sûr. Et puis, quand on voit aussi la forme qu'avait Mercedes juste avant la trêve estivale, je les ai trouvés en recul justement. Alors, est-ce que c'était parce que le circuit de Zandvoort est un petit peu atypique avec ce circuit vallonné avec beaucoup de bosses, de montées, descentes, pardon. Et pour rejoindre Guillaume aussi, bah, on a fait le même constat, hein, je pense, c'est-à-dire que McLaren est arrivé avec une grosse évolution qui a très bien fonctionné, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis bah, Red Bull qui est dans la continuité de ses performances, c'est-à-dire en retrait progressivement, et on voit Max Verstappen qui se plaint de plus en plus de sa voiture, de l'équilibre de sa voiture pendant la course. Et ça semble être un mal récurrent maintenant depuis quelques Grands Prix. Ouais, et ça se ressent beaucoup parce que même je sais pas si vous avez pu faire attention, mais même le père de Max, donc Jos Verstappen, a lui aussi montré son mécontentement par rapport à la situation chez Red Bull au niveau de la performance qui manque par rapport à McLaren et par rapport aux autres écuries qui arrivent. Complètement. Et moi, je pense que les petits soucis qui sont, on va dire, en extra sportif chez Red Bull, qu'il y a eu en début de saison avec Christian Horner, un petit clan Marco, un clan Horner, bon, avec les Verstappen d'un côté et tout ça, je pense que ça joue de manière générale aussi sur l'ambiance et la cohésion de l'équipe. Et je pense que ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles Red Bull a beaucoup plus de difficultés à réagir et à trouver la solution par rapport à peut-être d'autres années où tout était mieux ficelé, quoi. Totalement. Et le fait aussi qu'on ait beaucoup de rumeurs par rapport à Max qui potentiellement quitterait l'écurie, qu'on a Adrian Newey qui quitte l'écurie. C'est vrai que tout ça, forcément, ça doit jouer en interne. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais toutes les personnes qui travaillent autour du pilote et de la team, donc les mécaniciens, les ingénieurs, etc., forcément, eux, ça les impacte d'une façon ou d'une autre. Et donc forcément, ça impacte sur le travail global dans l'écurie. Et d'autant plus tous les départs qui sont annoncés justement dans le secteur de l'ingénierie de Red Bull, on constate quand même le même effet, je dirais, qu'à la fin de la domination de Mercedes, c'est-à-dire beaucoup d'ingénieurs, de directeurs techniques sont partis dans les équipes adverses. Et c'est Totalement. en train de se Oui, passer chez Red complètement. Bull. Donc je pense que tout ça, effectivement, lié aussi au début de saison tumultueux en coulisses de Red Bull, commence, j'imagine, à se faire ressentir sur les éléments de performance sur la piste. Ah ça, c'est une certitude. En tout cas, nous, en tant que spectateurs, et même tout le monde, globalement, ressent que quelque chose se passe au sein de Red Bull. On les perd, entre guillemets, petit à petit par rapport aux saisons, notamment par rapport à la saison 2023 qui était incroyable pour eux. Là, on a une différence qui est assez quand même notable.
Oui, là, pour le coup, oui, la saison 2023, enfin, pour toutes les autres écuries, c'était d'une violence, ils ont sans pitié, quoi, hein. Mais bon, après, c'était mérité, voilà. Après, ils ont bossé pour ça, mais c'est vrai que pour le coup, là, cette année, et on sent, je sais pas si on n'est pas en train d'assister au début du déclin de Red Bull. Et je pense que tout va se jouer au niveau de la nouvelle réglementation 2026, s'ils vont arriver à faire une bonne voiture. Si c'est toujours prévu, le moteur Ford va être performant. Si c'est pas le cas, je pense qu'ils vont gentiment mais sûrement. Voilà, ça, c'est peut-être le début de la fin. La fin de l'ère Red Bull. Ouais, la fin de l'ère Red Bull et puis même la fin de l'écurie Red Bull telle qu'on la connaît depuis quelques années, aux avant-postes en permanence, même voilà, je pense que ça peut être compliqué pour la suite, quoi. C'est à voir. Alors après, je vais pas dire que c'est une bonne chose, mais c'est pas plus mal pour relancer la dynamique de la Formule 1 comment on peut dire ouais, la dynamique attendue, parce que c'est vrai qu'on a eu l'ère Mercedes, on a l'ère Red Bull, potentiellement on a un début d'ère McLaren qui peut-être va arriver. Donc c'est des cycles, hein, de toute façon la Formule 1, ça change, Oui, ça oui, va, oui. ça vient. De toute façon, les dominations, peu importe les équipes, dès que ça commence à dépasser les 2, 3 ans, ça commence à être long. Et pour nous Mhm. spectateurs, quoi, et je pense pour les concurrents aussi, mais bon, pour nous aussi spectateurs. Et oui, c'est vrai qu'à un moment donné, de toute façon, une domination, elle finit toujours par s'arrêter à un moment donné, hein. C'est d'autant plus vrai si on regarde par exemple la saison 2009 qui avait été un peu particulière. Je ne sais pas si tu te rappelles, Guillaume. On Ouais, je m'en avait rappelle, Brown GP, donc c'était le nom de l'écurie qui est devenue c'est ça. Mercedes par la suite, qui avait commencé très fort la saison. On s'attendait presque à une domination totale tellement la voiture était efficace, donc avec les Mm, changements de réglementation qui mettaient en avant les doubles diffuseurs. c'est ça. Et on a vu progressivement tout au long de la saison 2009 justement Red Bull qui commençait À à revenir petit à arriver petit. dans la course. Et j'ai l'impression que c'est ce phénomène qui est en train de se produire cette année. Donc dans le rôle de Red Bull, ce serait plutôt Brown GP, puis McLaren qui serait dans le rôle de Red Bull en 2009, quoi. Oui, oui, C'est-à-dire qu'on c'est une on situation voit assez vraiment similaire, ouais. deux dynamiques qui sont en train de se croiser. C'est exactement ça. Et alors, ce qui m'intéresserait de savoir, parce que c'est vrai que vous êtes des fans de longue date de la Formule 1, ce qui n'est pas forcément le cas de la plupart des gens, et il n'y a aucun problème avec ça, mais c'est juste pour rebondir. Aujourd'hui, on vit une saison plutôt intéressante, avec beaucoup de rebondissements. Est-ce que vous, dans les précédentes saisons de Formule 1, depuis que vous regardez la Formule 1, vous avez des saisons un petit peu dans le même esprit? Donc, tu as parlé de 2009, mais est-ce qu'il y a des saisons qui étaient un petit peu aussi dynamiques et comment on pourrait dire, avec autant de rebondissements avant cette saison 2024? Moi, je me rappelle là comme ça les saisons. Bon, évidemment, c'est assez récent, mais bon, 2021. Mais Oui. quand on remonte plus loin, moi, je me rappelle des saisons 2017, 2018 avec Sébastien Vettel qui a quand même fait de la résistance à Hamilton jusqu'en au moins milieu de saison. Après, voilà, ça a été un peu plus compliqué. Et bon, bien évidemment, saison 2012, 2013. Et bon, après toute la période, les saisons. Bon, ben, du coup, 2006, dont parlait Massi tout à l'heure, avec Alonso qui arrête. Enfin, il avait déjà été champion du monde l'année d'avant en 2005, mais la Ouais, Ferrari était pas au niveau cette année-là et Schumacher n'avait pas pu se battre pour défendre son titre, alors qu'en 2006, effectivement, la Ferrari était au même niveau que la Renault. Et après, on a eu derrière les saisons 2007-2008 qui ont été incroyables avec évidemment Hamilton et Alonso en 2007. 2007, ouais. 2007 chez McLaren et Raikkonen en outsider chez Ferrari. Et puis finalement, Hamilton et Alonso se sont pris les points tout le long de la saison. Et finalement, c'est Raikkonen qui est champion du monde pour un point lors de la dernière course. Et voilà, après en 2008, évidemment, Hamilton qui est champion du monde sur le dernier Grand Prix. Même les derniers 100 mètres, on pourrait dire. Et bon, après la période de Schumacher, à part la saison 2003 où il y a eu de la bagarre, Ah, ça, c'était l'une ça a des plus été, belles, hein, voilà, honnêtement. voilà, par la saison 2003. Sinon, les autres, ça a été un peu rouleau compresseur façon Red Bull l'année dernière. Des saisons où il y a eu du rebondissement, il y en a, hein, il y en a, et on peut remonter même jusque dans les années 80, ou bon, même Ah en oui, bah 82. Ouais, là, c'est 82 les par années exemple, folles, là. voilà, Les années 82, 80. 82 par exemple, saison de folie et triste aussi, mais de folie. Et puis finalement, c'est Keke Rosberg qui est champion du monde, je crois qu'en ayant gagné une seule course dans la C'est saison. ça.
Il a collectionné les podiums avec la Williams. C'est une saison d'autant plus folle à tous les niveaux parce que faut se rendre compte qu'en fait à l'époque la fiabilité était assez aléatoire sur les F1. Donc on pouvait avoir la voiture la plus rapide du plateau, mais malheureusement ne pas finir la course. Donc au final ça ne servait à rien. Et à l'inverse, avoir pas forcément une voiture la plus rapide, mais suffisamment fiable pour gagner les courses et remporter le championnat. Ou même finir sur le podium, pouvait suffire, Et selon d'ailleurs, je les pense que si réglementations. Verstappen cette saison arrive à garder son titre de pilote, je pense que pour le constructeur ça va être très compliqué, mais pour le pilote, c'est fort possible que Verstappen ne gagne plus une course jusqu'à la fin de la saison, ou peut-être que une ou deux, mais s'il continue, on va dire, à faire deuxième, troisième, à mettre des gros points sans abandonner, c'est peut-être comme ça qu'il s'en sortira et qu'il gagnera son quatrième titre. Mais c'est quand même pas gagné parce que McLaren, ils ont l'air bien lancés là. Bah, c'est comme ça que Prost aussi avait été champion en 85 ou 86, je crois, avec pas forcément la meilleure 86, voiture. effectivement. Mais avec sa régularité et justement d'avoir été plus malin sur certaines courses, bah, j'ai l'impression que Verstappen est en train de faire un peu cette saison-là. C'est-à-dire qu'il a maximisé au début de saison avec le plein potentiel de la voiture, sauf que comme le développement semble ralentir côté Red Bull et que les autres ont fortement progressé, bah, maintenant il est dans une stratégie où il va prendre le plus de points possible. C'est ça. Et Après, il a tenté du Max Verstappen d'avant sur Norris, un peu sur Hamilton en Hongrie, et puis il s'est dit, oulala, ça va peut-être pas très bien marcher cette méthode-là, donc on va essayer de marquer des bons points et puis on va voir ce qui se passe. Ouais, je suis d'accord avec vous et j'ai même l'impression que c'est à ce Grand Prix des Pays-Bas qu'on a vu un changement pour Max. J'ai l'impression qu'il a, entre guillemets, hein, qu'il a accepté la situation et qu'il est, comme tu l'as dit, Massy, en train de faire le championnat à gagner les plus gros points possibles, à se maintenir le plus haut possible et gagner le championnat de cette façon parce que j'ai trouvé qu'à la fin du Grand Prix, il était pas, on n'a pas entendu énervé dans les radios, à la cool room, il était plutôt calme, il rigolait, alors que l'avant trêve estivale, il avait, comme tu l'as dit Guillaume, il était beaucoup plus hargneux, il avait ce comportement d'avant champion du monde. Et là, j'ai l'impression qu'il a passé un cap d'acceptation après la trêve sur la situation. Ouais, c'est exactement le ressenti que j'ai. Voilà, il sait qu'il a la Red Bull aujourd'hui, c'est difficile pour gagner toutes les courses. Donc il se dit, si je veux avoir mon quatrième titre, ben, j'ai quand même pris un peu d'avance en début de saison parce qu'il en a quand même gagné quelques-unes. Mais voilà, il sait qu'il va falloir jouer les gros points, les podiums et peut-être tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison, quitte à ne plus gagner une course. Mais c'est peut-être comme ça qu'il aura son quatrième titre. À savoir qu'aujourd'hui, entre Max et Lando, on a 70 points d'écart. C'est ça. Ouais. Alors c'est beaucoup à la fois et peu, parce que ça peut aller très vite à coup de 25 points par course. Donc du coup, Ouais. si il C'est un suffit un abandon. abandon ou Mm, quoi, ça peut aller très vite. totalement. Et puis c'est une dynamique aussi, il suffit qu'il y ait un grain de sable dans la fiabilité, par exemple. On l'a vu par le passé, c'est le genre d'ingrédient qui peut pimenter une fin de saison, même si on n'en a pas trop vu ces dernières années, mais ça peut survenir à n'importe quel moment. Il suffit que, je sais pas, il y ait un changement de température soudain, n'importe quoi, hein, ça peut vraiment tout changer à ce niveau-là. Totalement. Et puis même peut-être au-delà de... Alors, je ne sais pas si vraiment Red Bull sera dans cette dynamique-là, mais peut-être que quand on commence un petit peu à perdre, en tout cas à moins gagner qu'avant, peut-être qu'il y a aussi cette chose de commencer à faire des petites erreurs en voulant peut-être trop faire, ou pas forcément de la part de Max, hein, mais peut-être de la part de la team, des arrêts un peu ratés, des choses comme ça qui Ben, on peuvent... l'a vu en Hongrie justement, ils ont été dépassés par les assauts stratégiques de McLaren et de Mercedes. Oui, Et je pense que c'est justement ce genre de choses qui fait que ça fait un moment qu'ils n'avaient pas été autant sous pression et avec justement l'enchaînement des courses, eh bien, il y a une certaine peut-être lassitude ou fatigue, une usure mentale qui se met en place progressivement, alors que bah, les concurrents, justement, eux, ils ont faim, ils ont envie de battre Red Bull et ils sentent bien que là, il y a une occasion qui est en train de se présenter petit à petit. Donc, ça renforce d'autant plus l'appétit de McLaren. Mercedes qui s'est remis à gagner des courses, on sent que ça leur a remis aussi un élan Oui, une sur bonne le plan spirale. moral. Et ça impacte aussi bah, les ingénieurs qui sont d'un coup remotivés à se dire, bon, bah ça y est, les évolutions fonctionnent, donc il faut persévérer et continuer à développer les pièces qu'il faut. Et voilà, encore une fois, c'est
tout ça mis bout à bout nous montre que cette saison 2024, elle est encore loin d'avoir rendu son verdict. Et pour finir sur le côté un peu fou de cette saison aussi, c'est finalement je pense que l'intersaison cette année, on est plutôt pas mal au niveau des rebondissements parce que avec tous les changements qui ont été annoncés depuis le début et sans doute encore à venir, j'ai rarement vécu une saison aussi mouvementée sur ce plan-là. C'est vrai, entre les changements de pilote d'équipe, les rookies qui sont en train de signer pour arriver en F1, ça Mm, annonce mm. potentiellement une saison 2025 encore, enfin en tout cas avec des rebondissements. Complètement. Ouais, je pense que la fin de saison 2024 plus la saison 2025, avant le changement de réglementation, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Totalement. Alors, pour revenir à ce Oui. week-end aux Pays-Bas, j'aimerais connaître quels ont été pour vous vos tops ou vos surprises peut-être de ce Grand Prix. À savoir que j'ai fait un petit sondage en story sur Instagram pour connaître globalement l'avis général des personnes qui ont regardé le Grand Prix. Et j'ai eu beaucoup de retours sur, notamment en termes de bons points, sur la belle course de Lando Norris et l'avance assez importante qu'il avait, la remontée de Lewis suite à sa mauvaise qualification, le bon travail de Ferrari et en partie de Charles Leclerc. Donc, quel a été pour vous vos tops, vos surprises de ce Grand Prix? Moi, je rejoins totalement ce sondage. Moi, alors effectivement, j'étais pas surpris que Lando Norris gagne, mais j'ai été surpris qu'il gagne avec autant d'avance. Il a gagné à la Verstappen version 2023. C'est exactement ça. Pour la fin de saison, je pense que s'il reste sur cette dynamique, bon voilà, Verstappen, je pense qu'il va falloir qu'il s'accroche. Et bon, évidemment, Ferrari, Leclerc par sixième, si je dis pas de bêtises, Ouais. Sainz 12, et ils 11, finissent 3, 11 ou 12, avec les ouais, abandons, c'est enfin les ça, disqualifiés plutôt. les Ouais. Mm. disqualifications, ouais, ils finissent 3 et 5. Et oui, c'est vrai que, étant donné le circuit, ils ont vraiment, et je pense qu'ils pouvaient pas faire mieux. Et que ça soit au niveau voilà, équipe, stratégie, et au niveau pilote, Sainz qui a fait une course de fou au niveau des dépassements, il nous a offert deux trois dépassements de folie. Et Charles, pareil, qui fait une course sans faute avec un rythme de fou, et en plus avec la stratégie et cet undercut qu'ils arrivent à faire sur Piastri et sur Russell, parce qu'en plus Mercedes loupe un petit peu son arrêt sur Russell, si je dis pas de bêtises. Donc ils arrivent à passer deux voitures comme ça au niveau de la stratégie, et après qu'il arrive à tenir comme ça sur la fin de course et pneus et tout, je trouve ils auraient pas pu faire mieux. Et ma déception, Mercedes, ce Russell partait troisième, et il me semble, 3 ou 4, il finit quand même enfin il finit assez loin. Et Hamilton, alors déception et on va dire content à la fois. Déception parce que bon ben il y a un loupé en qualif et il part loin. En plus il y a sa pénalité où il prend 3 places supplémentaires. Mais derrière il fait quand même une grosse course avec des pneus soft, medium et soft. Il arrive à remonter. Et il y a aussi, pour revenir sur Russell, pour moi, ce que je comprends pas, c'est en fin de course, pourquoi passer Russell de nouveau avec des softs. J'ai pas compris ce choix de Mercedes. Ça, c'est la vraie question. Alors, on reparlera juste après des déceptions. Quelles ont été pour toi tes surprises et tes tops, Massy? Alors je pense que je rejoins globalement ce qui a été dit par Guillaume, hein. Ferrari, la très bonne surprise en course. Leclerc a été très solide, Sainz aussi. En tout cas, la voiture dans son ensemble avait un rythme plus compétitif que ce qu'ils avaient montré en qualif. Ils ont fait des très bons départs aussi. Moi, je rajouterais aussi dans mes bonnes surprises Gasly, Ouais. parce que Alpine était quand même dans une dynamique très compliqué avant la trêve estivale. Bon, un peu déçu par Ocon, mais a priori, il a eu pas mal de problèmes avec la voiture qu'il n'a jamais solutionné du week-end. Ce qui m'a impressionné aussi, c'est le rythme de Norris, parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi rapide. Parce que la McLaren, jusque-là, on l'avait vu qu'elle avait le potentiel pour aller vite.
C'est-à-dire qu'on a vu Norris a raté son départ, Piastri un petit peu aussi. Ils ont eu un peu de patinage sur les rapports 2 et 3, je crois, lors de leur départ. Mais on a eu vite l'impression en fait que Norris, en étant patient, il allait repasser Verstappen. Et c'est ce qui s'est passé, je crois, vers le 16e ou 17e tour. Il l'a rattrapé et dépassé avec une facilité presque déconcertante, je dirais. C'est-à-dire que d'habitude, Verstappen nous a habitués à plus de résistance que ça, mais là, c'est comme si il avait déjà compris en fait que il serait déjà dépassé en termes de rythme. Et c'est vrai que quand on regarde la qualif, la McLaren avait collé presque plus de 3 dixièmes au tour à Verstappen. Donc, on se disait qu'effectivement, il y avait du potentiel, mais il fallait le voir en course, quoi, sur la durée. Et McLaren a été très efficace. Moi, c'est vrai que ça a été ma plus grosse surprise. L'intensité du rythme et l'impact sur le résultat final ne laissait pas présager un tel écart en fin de course. Totalement. Et alors, à contrario, qu'avez-vous pensé de la course d'Oscar? Parce qu'elle a fait aussi beaucoup parler du fait qu'il a eu plus de mal, en tout cas il était bloqué derrière Charles finalement, jusqu'à la fin. Comment vous pourriez l'expliquer? Moi, mon avis sur la course d'Oscar, c'est que je pense que bon, c'est dû à enfin, ça fait que 2 ans qu'il est en Formule 1, donc du coup, on voit que il est capable en qualification souvent de faire jeu égal avec Norris, bien qu'il soit quand même un cran en dessous. Et moi, je pense qu'Oscar, pour le moment, il lui manque encore un petit peu de rythme en course, sur la durée de toute une course. C'est le ressenti que j'ai. Et là, pour le coup, il a un petit peu raté son départ, comme Norris d'ailleurs. Je pense que peut-être qu'on y reviendra. Il y aura peut-être quelque chose à faire parce que quand on regarde le départ, ils ont eu tous les deux vachement de patinage en comparaison des autres voitures et des pilotes qui étaient devant. Et après, je pense que Leclerc avait quand même arrivé à tenir le rythme de Piastri ou inversement, et il n'avait pas un rythme suffisamment élevé pour après doubler Leclerc un peu plus tard dans la course. Donc non, je pense que Piastri, peut-être il lui manque encore un petit peu d'expérience et bien qu'il soit déjà à un niveau voilà, un très très bon niveau pour pouvoir vraiment tenir un rythme comme ça, comme le fait Norris ou comme peut le faire Leclerc ou Verstappen. Totalement. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier parce qu'on a vu Oscar faire des très bons résultats depuis qu'il est en Formule 1. Mais c'est vrai que ça fait 1 an et demi qu'il est en F1. Et c'est C'est ça. encore très jeune. Donc il a encore besoin effectivement, d'avoir des expériences en F1. Et pour le coup, il démarre très bien sa carrière et avec une bonne voiture en l'occurrence cette année. Alors, on a parlé de vos tops, on a un petit peu parlé de vos déceptions. Donc Guillaume, tu as notamment parlé de Russell, particulièrement avec son arrêt un peu incompréhensible à la fin de la course. Alors, quelles ont été vos déceptions, si vous en avez peut-être deux à partager, ou si vous voulez qu'on reparle du cas de Georges et son arrêt à la fin de la course? Bon, du coup, voilà, le carrossel, j'en ai déjà parlé. Pour moi, voilà, enfin, Russell et on va dire Mercedes. Et voilà, bon, un petit peu Piastri, mais bon, moi je vois pas trop ça comme une déception. Et puis voilà, non, je vais laisser la parole à Massy. Moi, c'est surtout ma déception, Russell Ok. et Mercedes. Alors moi, je voudrais juste revenir sur le cas Piastri. J'ai l'impression qu'en fait, sa course, elle a été compromise par le départ parce qu'il s'est retrouvé coincé derrière Russell, en fait, un long moment jusqu'à son arrêt au stand. J'ai l'impression que c'est là finalement il a perdu le gap en fait avec Verstappen et Norris. Parce que si on regarde bien, quand il ressort des stands avec les pneus durs, je crois, Piastri arrive à dépasser Russell après le premier relais. Parce qu'il ressort derrière lui, mais il arrive à le dépasser. Et il revient comme une balle sur Leclerc, qui est à ce moment-là troisième. Et par contre, dès qu'il a rejoint Leclerc, on a l'impression en fait que il a tenté, je sais plus à quel tour exactement, il a tenté de le dépasser par 2 ou 3 fois. Leclerc a bien fermé la porte à chaque fois au premier virage. On a l'impression qu'une fois qu'il a constaté ça, bah, il
progressivement, il s'est arrêté dans son optique à essayer de le dépasser. Il est resté derrière en essayant d'être pas trop loin, mais on a l'impression que je sais pas, est-ce que ça venait de ses pneus qui étaient peut-être pas aussi efficaces que prévu, ou alors peut-être le fait justement d'être resté longtemps derrière Leclerc lui a empêché d'avoir le capital pneu pour pouvoir le dépasser ensuite. Mais en tout cas, Leclerc a été déterminant dans sa défense et je pense qu'elle a eu un impact psychologiquement sur Piastri qui a dû se dire bon bah c'est pas la peine, j'y arriverai pas et du coup il est resté derrière lui. Après pour ce qui est des déceptions, pour moi bah j'ai envie de dire Mercedes dans son ensemble parce que honnêtement, quand on voit le rythme de Lewis justement en course, bah, on se dit que peut-être que la course pour le podium aurait pu être très différente s'il était parti, je ne sais pas, entre la quatrième et la sixième place. Je pense qu'il aurait été un acteur bien plus majeur que ce qu'il a été. Et le rythme de Russell aussi, j'ai trouvé bah, très décevant à partir de son arrêt au stand, son premier arrêt. Il avait clairement pas le rythme. Je pense que ce qui a fait que Mercedes l'a fait rentrer, à mon avis, c'est qu'il avait vraiment plus d'adhérence et plus de rythme sur les pneus durs et qu'ils se sont sans doute dit qu'avec les pneus tendres, ils allaient pouvoir rattraper Perez qui était passé. Mais au final, on s'est aperçu qu'ils n'avaient pas la performance escomptée. Donc, déception de Mercedes, moi je rajouterais aussi déception d'Aston Martin parce qu'elle partait quand même plutôt bien en termes de position. Elles occupaient la quatrième ligne. Et au final, Alonso termine péniblement dixième, Stroll est hors des points. Moi, ça a été ma déception aussi. Après, je rajouterais aussi pour finir une petite pensée pour Williams parce que bah, Albon aurait dû partir huitième si sa voiture avait été conforme. Il avait quand même montré belles qualités, notamment en qualification. Et on l'a vu sur le rythme de course, je pense qu'il aurait pu prétendre à être dans les points s'il n'était pas parti d'aussi loin. Totalement. Alors, c'est très bien que tu me parles de Williams, parce que du coup, je vais rebondir sur Williams et on peut pas passer à côté du crash qu'on a eu ce week-end et qui peut être pas déterminant, mais qui peut changer la saison de Williams. On va parler de Logan. Logan qui a donc crashé en essai libre. Aujourd'hui, quel est votre avis sur le cas de Logan Sargent? Puisque maintenant, donc, on le sait que Logan sera plus en Formule 1 l'année prochaine, puisque c'est Carlos qui le remplace. Et potentiellement, on parlerait d'un remplacement plus rapide que prévu à Monza. Que pensez-vous de cette situation de Logan? Pensez-vous qu'il sera remplacé plus rapidement que prévu? Moi, oui, effectivement, je pense que il sera plus là à Monza. Bon, d'après les rumeurs et les quelques articles qu'on peut voir, la rumeur dirait qu'il serait remplacé par Mick Schumacher, c'est le nom qui revient le plus. Oui. Après, ben, c'est sûr que pour moi, il est pas au niveau. Alors, est-ce qu'il est pas au niveau parce que il est arrivé trop tôt, ou est-ce que bon, ben, c'est juste que voilà, c'est comme ça. Bon, la Formule 1, ça reste théoriquement les 20 meilleurs pilotes au monde. Donc voilà, peut-être qu'il y en manque un petit peu, et en plus, il a quand même bon, la Williams depuis 2 ans, c'est bon, c'est pas la meilleure, mais c'est pas non plus la plus mauvaise. Il y a des hauts débats, mais dans l'ensemble, bon, c'est une voiture qui permet de temps en temps de marquer des points. On le voit avec Albon. Alors, il est à côté d'Albon, c'est pas facile. C'est quand même, selon mon opinion, c'est un très bon pilote et qui, pour moi, mériterait d'être éventuellement dans une écurie de pointe. Mais voilà, après, peut-être qu'il essaye de surpiloter, et c'est ce qui fait que voilà, il a tendance à casser beaucoup de voitures. Et là, en plus, pour le coup, mauvaise pioche, l'accident donc pendant les EL3, si je dis pas de Oui, bêtises, voilà, aux C'est ça. Pays-Bas, ça, de mon point de vue, de ce qu'on peut voir les images, c'est quand même une faute un peu bête parce qu'il met une roue dans l'herbe alors qu'il pleut. Bon, et en plus, la voiture, c'est la nouvelle évolution qu'il y avait dessus avec les dernières évolutions aérodynamiques et tout. Donc en plus de ça, bon ben voilà quoi, c'était vraiment pas le bon moment pour fracasser une voiture quoi. Et oui, moi je pense qu'il finira pas la saison. Moi je pense que d'ici Monza, je pense qu'il va être remplacé. On va peut-être avoir une annonce dans la semaine, c'est affaire à suivre. Alors moi je vais peut-être être un peu plus optimiste. Je pense que ça fait un peu court pour le remplacer d'ici Monza parce que mine de rien, faut rappeler un pilote au dernier moment qui a peut-être pas conduit la voiture ou voire pas du tout. Et on l'a vu, c'est quand même pas simple de prendre le train en marche.
Même si certains pilotes l'ont très bien fait, notamment Biermann par exemple en début de saison quand il a remplacé Sainz chez Ferrari. Moi, Sargent, j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de pilote en fait qui n'a pas réussi à passer le cap en Formule 1, c'est-à-dire qu'il a fait, quand on regarde son parcours, il a quand même fait des performances plutôt honorables. Si on regarde par exemple en 2020, il était en Formule 3 avec Pourchaire et Piastri, entre autres, et il a été dans la lutte pour le titre. À la fin, c'est Piastri qui gagne devant Pourchaire et Sargent finit troisième parce que il a craqué dans les moments fatidiques sur la fin de saison. Moi, de ce que j'ai pu voir de Sargent jusque-là, c'est un pilote qui a été capable de faire des fulgurances, mais qui, malheureusement pour lui, sont entachés de quand même pas mal d'erreurs, et souvent des erreurs de pilotage de base, on va dire. Et là, l'erreur qu'il a faite, typiquement, ça a été souligné par Franck Montagny ce week-end, c'est-à-dire quand on voit sa sortie de piste, en fait, bah, il met deux roues sur le vibreur qui est humide. Et ça, c'est des choses qu'il ne faut pas faire dans ces conditions-là. Donc, je pense que malheureusement pour lui, son avenir en Formule 1 va s'arrêter sans doute avant la fin de saison, mais je pense qu'il va sûrement faire le dernier Grand Prix à Monza. Et peut-être qu'ils vont appeler un autre pilote ensuite pour je crois que c'est l'Azerbaïdjan qui vient après Monza. Donc voilà, ouais, je pense que pour moi, Sargent, je pense que c'est un pilote qui n'a pas réussi à passer le cap en Formule 1. C'est arrivé à pas mal de pilotes qu'on a annoncé comme de pilotes prometteurs et puis qui malheureusement derrière, bah, soit le costume est trop grand, soit la confiance aussi, parce que Williams, historiquement, ça a toujours été une équipe qui était difficile sur le management des pilotes. Et bon, c'est vrai que maintenant le management de Williams n'a plus rien à voir avec ce qu'il était dans les années 80, 90 ou même début des années 2000 quand il y avait encore Frank Williams. Mais on sent que James Vols, par exemple, a atteint son seuil de patience avec Sargent, malheureusement pour lui. Oui, d'autant plus que Williams, c'est une équipe qui a envie de doucement, qui est en train d'investir, qui est en train d'essayer de recruter pour essayer de doucement, doucement remonter dans le tableau. Et je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent pas se permettre d'avoir un pilote comme Sergeant qui est certainement en manque d'expérience ou comme tu le disais, qui est peut-être pas arrivé à passer le cap et qui en plus abîme beaucoup de voitures. Après, en soi, si on prend un peu de recul, c'est vrai que Sergeant a fait des performances honorables dans les formules de promotion, mais depuis un peu plus d'un an et demi qu'il est en Formule 1. Pour moi, il n'a pas montré grand-chose. Il a peut-être une ou deux. Je crois qu'il a marqué des points l'année dernière aux États-Unis, il me semble. Oh non, cette année à Miami, il me semble bien. Enfin, je sais qu'il a marqué des points aux États-Unis, mais Alors, cette année, il n'y en il- a pas. Mais il a marqué un non, point l'année dernière, un effectivement. point l'année Mm. dernière aux États-Unis, mais pour moi, en un an et demi, il n'a pas montré de coup d'éclat. Il n'a pas progressé comme il aurait dû Voilà, c'est ça. progresser Et j'ai pour pas ce vu une genre de grosse, pilote, en tout voilà, cas. j'ai pas vu énormément de progression, quoi. On est globalement tous d'accord sur la situation de Logan. Donc on verra ce week-end à Monza comment ça va se dérouler. Ce que je vous propose maintenant, c'est de me donner votre note sur ce Grand Prix. Alors, je peux peut-être vous donner celle qui a été donnée par les personnes que j'ai sondées sur Instagram. En moyenne, moi j'ai eu la note de 13 sur 20 sur ce Grand Prix. Quelle est votre note à vous? Ben moi, je mets un petit peu au-dessus. Moi, je mets un 14. Ok. Pour moi, je vais suivre l'avis général. Moi, ce sera un 13 sur 20 parce que j'ai trouvé qu'il y avait eu des bons duels, mais ça a été surtout derrière on va dire, la tête de course. Parce que malheureusement, la tête de course, c'est un peu trop rapidement joué. Je pense que pour moi, c'est ce qui fait baisser la note. C'est un petit peu l'avis global qui a fait qu'effectivement il y a eu 13 sur 20 en termes de notes. Ok, merci pour votre note. Avant d'enchaîner sur la dernière question pour clôturer le podcast, est-ce que vous avez peut-être d'autres choses à partager sur ce Grand Prix des Pays-Bas? Moi, en ce qui me concerne, non, j'ai rien d'autre à partager ou à relever. Alors moi, il y a un truc que j'ai vu
Un peu après la course, c'est les fameuses, vous savez, les fameuses radios qu'on entend des pilotes quand ils Oui. franchissent la ligne. Et pour le coup, j'avais pas vu celle de Norris au moment où il a passé la ligne, mais il a repris la fameuse réplique de Verstappen quand il gagnait les courses, Simply Lovely. Oui. Et j'ai adoré parce que la manière dont il le dit et avec le flegme britannique qui le caractérise, c'était presque un air de défi, l'air de dire bah, tu vois, Max, ça y est, maintenant je suis sur tes roues et je vais pas te lâcher jusqu'à la fin de la saison. Et ça, j'ai adoré. Puis alors, un autre truc aussi, j'ai vu, c'est Alonso justement en sortant de sa voiture qui est allé voir, il a été Inspecteur. inspecter la McLaren Ouais. de Norris, un peu comme Vettel faisait à l'époque. Enfin, ça m'a fait, voilà, ça m'a fait sourire. Effectivement, il est allé voir le fond plat de la, ce qu'il pouvait voir du fond plat de l'arrière de la McLaren, ouais. Oui, tout à fait. C'est exactement, c'est le nouveau Sébastien Vettel, inspecteur. Mais c'est pas la première fois qu'il le fait en plus, Fernando, hein. On le voit Non, souvent, enfin souvent, peut-être pas souvent, mais c'est pas la première fois qu'on le voit faire inspecter après les grands prix. non, non, c'est vrai. Alors ma dernière question. Et alors là, ça va être une question qui va dépasser le Grand Prix des Pays-Bas. Quel est votre pronostic pour cette fin de saison 2024 au championnat écurie et championnat pilote? Pour vous, qui va gagner les deux championnats? Pour moi, championnat constructeur, je pense que McLaren va réussir à passer devant Red Bull. Voilà, je pense que Norris va continuer à gagner quelques courses et Piastri, il marque de gros points à chaque fois. Donc voilà, même si Verstappen se débrouille toujours d'être devant, Perez, il y est plus. Donc bon, voilà, pour moi, c'est ce qui fait que McLaren risque d'être champion du monde des constructeurs. Et pour le championnat des pilotes, je pense que Verstappen va quand même se débrouiller pour aller récupérer son quatrième titre. Mais je pense que ça va se jouer certainement dans la dernière course, voire dans les deux dernières. Ça va pas être aussi facile. Ok. Et toi, Massy? Bah, je pense sans trop de grandes surprises enfin, ça va être, à mon avis, ça va être ce qui va se passer. Je pense qu'effectivement, avec l'inconstance de Perez et Verstappen qui va s'accrocher jusqu'au bout de la saison, je pense que ça va être compliqué pour Red Bull de garder sa couronne constructeur parce que McLaren est vraiment très consistant depuis le premier tiers de la saison, on va dire. Mais néanmoins, c'est difficile d'être complètement affirmatif parce que bah, si Ferrari et Mercedes continuent de jouer les troubles faites, mine de rien, c'est quand même des points qu'ils leur prennent à tous les deux. Et Oui, c'est vrai. c'est pas exclu qu'on ait, bah, je sais pas, un grand prix un peu fou avec de la pluie. Et dans ces conditions-là, on a l'impression quand même que McLaren a encore un peu de mal. À voir, mais c'est ce qui fait la beauté de cette saison, c'est qu'il peut y avoir encore pas mal de surprises qui peuvent arriver. Et c'est ce qui fait que je pense Verstappen sera peut-être certainement le champion du monde, c'est parce que bien que McLaren ait fait un gros step, on a quand même Mercedes qui est capable de gagner des courses, Ferrari va amener des évolutions à Monza, donc si ça marche bien, ils vont peut-être être de nouveau capables de gagner des courses. Et ça fait les affaires de Verstappen, que dans le cas où il avait qu'un seul pilote, donc par exemple Norris, qui était capable de rivaliser avec lui et qui gagnait constamment des courses et qui pouvait remonter là ils sont plusieurs à pouvoir être en position de gagner des courses. Parce que c'est ça qu'on remarque justement, c'est que depuis le début de la saison, en fait, on a eu Verstappen qui a remporté les premières courses, et depuis, finalement, à part Norris, ça a été souvent un pilote différent. On a eu quand même 7 vainqueurs de Grand Prix différents, et ça joue aussi sur le fait que Verstappen conserve malgré tout une certaine marge, c'est que finalement, Norris n'est pas aussi constant qu'il aurait pu ou dû l'être, et c'est sans doute ces points-là qui vont manquer à la fin de la saison. Et donc, Massy, tu partirais du coup sur McLaren et Max, comme Guillaume. Je pense que ça a l'air d'être la tendance, hein. En tout Ok. cas, je vois pas d'autres scénarios, ou alors faudrait vraiment un Retournement de cataclysme situation. incroyable, de fiabilité désastreuse de Honda d'un seul coup, ou je sais pas, une augmentation de l'intensité comme en 2021 avec un Verstappen encore plus agressif et qui provoque des crashs dans tous les sens, mais Après, on est je en sais pas Formule si 1, ça hein. ira jusque-là. On est en Formule 1 et en Formule 1, parfois, ça nous réserve de sacrées surprises. Totalement.
Je pense qu'en début de saison, quand Verstappen a gagné une course de course, on s'est tous dit bon ben voilà, Bon, la bah, c'est saison est reparti. pliée, rendez-vous, Exactement. C'est reparti on pour rallumera la 2023. télé, on rallumera la télé en 2025 et on verra bien. Mais eh ben non, hein, finalement, ça se passe pas comme ça. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a toujours le bénéfice du doute. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Tout C'est à ça fait. qui est tellement beau en Formule 1 et en sport automobile de manière générale. Totalement. Eh bien, merci à tous les deux, Guillaume et Massy, pour votre partage d'informations, pour vos retours sur le Grand Prix des Pays-Bas et vos pronos. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous aussi donner votre avis en commentaire dans les différents éléments où vous pouvez écouter le podcast, nous donner une note et ce que vous avez pensé du Grand Prix des Pays-Bas. Merci Guillaume et Massy pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu de partager votre avis. Bah, merci à toi, Samantha. Merci à Guillaume aussi. C'était très intéressant et très agréable comme expérience. Oui, merci Samantha et également à toi Massy. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec d'autres passionnés et de partager, voilà, et de partager son ressenti et sa passion autour de la Formule 1. C'est exactement pour ça que j'ai fait le podcast. Et le club d'ailleurs. Eh bien, merci à tous en tout cas d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Salut! Salut à tous.